L'horreur se cache parfois dans les recoins où on l'attend le moins. L'autre jour, je cherchais une bonne histoire à vous raconter pour Halloween, et en me baladant sur rareddit.com, je suis tombé sur un thread absolument hallucinant. Et je me suis dit que même s'il n'était pas question de créatures monstrueuses sorties d'un cimetière ou d'une dimension parallèle, cette histoire aurait de quoi vous glacer le sang. Elle parle d'une femme qui s'est fait manipuler, humilier et traumatiser par son mari afin qu'elle tombe amoureuse de lui. Alors dit comme ça semble peut-être un peu bizarre, mais vous allez mieux comprendre en écoutant l'histoire. Personnellement, elle m'a rappelé celle de l'utilisateur effing Jeff Over, que je vous avais raconté dans la partie 3 de l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants. Mais je me demande sincèrement si celle-là n'est pas encore pire que celle de Jeff. Comme certains d'entre vous me l'ont fait remarquer sur Reddit, là c'est presque du niveau de Joe Goldberg, le protagoniste de la série You sur Netflix. Bref, je vous laisserai en juger une fois que vous l'aurez entendu. On va donc se plonger dans cette histoire d'horreur du quotidien, loin des monstres de pacotille, mais au plus près de ceux qui, dans la vie de tous les jours, causent des ravages sans y penser à deux fois. Le 19 avril 2020, l'utilisatrice Horrified Flattered se rend sur le subreddit Relationship Advice pour poster le message suivant. J'ai découvert hier soir que mon mari m'avait traqué et manipulé pour que je m'engage dans une relation avec lui. La redditrice, qu'on va appeler Hélène, indique qu'elle a 32 ans et que son mari Dave est âgé de 37 ans. Ils se sont rencontrés il y a environ 5 ans et à l'heure où elle poste son message, ils ont une petite fille d'1 an et demi et Hélène est enceinte de 4 mois. Ils vivent dans une maison qu'ils ont achetée ensemble il y a 2 ans dans la banlieue d'une grande ville américaine. Hélène explique que Dave était une connaissance d'un de ses collègues de travail, Mark. Elle a commencé à le voir souvent au bar où ils allaient boire un verre en sortant du travail. J'avoue qu'au début, je n'étais pas particulièrement attiré par lui. Non pas qu'il soit moche, mais c'était juste pas mon type d'homme à ce moment donné de ma vie. Bref, quand Dave venait, il essayait au bout d'un moment de me faire la conversation. C'était évident qu'il était intéressé par moi, mais j'essayais de décliner ses avances de la manière la plus gentille possible. Il était tenace et un soir, peut-être après un verre de trop, j'ai accepté un rendez-vous avec lui. Je me souviens que le rendez-vous a commencé un peu bizarrement, car nos rencontres précédentes avaient toujours été au sein d'un groupe, et que c'était la première fois qu'on était rien qu'à deux. Et puis, je dois admettre que je n'avais pas vraiment envie d'être là. J'avais même envisagé d'annuler, mais à ce moment-là de ma vie, je n'avais vraiment pas de chance au niveau des rencontres amoureuses. Je reviendrai sur ce sujet plus tard. Alors je me suis dit que puisque je n'avais pas d'autre plan, pourquoi ne pas y aller? Bref, le rendez-vous a commencé calmement, et c'était surtout Dave qui parlait. Puis il s'est mis à aborder des sujets qui m'intéressaient, un hobby et une cause qui me tenait particulièrement à cœur. La seconde moitié du rendez-vous a été bien meilleure, et j'étais surprise de découvrir que Dave et moi avions en fait des points communs. J'étais toujours hésitante, mais j'ai décidé de lui donner une chance. Et même s'il m'appréciait beaucoup plus que je ne l'appréciais lui au début, notre relation a petit à petit commencé à évoluer, et au final, je suis tombée amoureuse de lui. Bref, jusqu'ici, rien de très anormal. Dave se montre charmant, et même si Hélène n'était pas vraiment à fond dedans au départ, elle finira par l'épouser. Depuis, dit-elle, leur relation est excellente. Dave est son meilleur ami, c'est un mari et un père formidable, et il assure la subsistance du couple grâce à son travail dans l'informatique qui lui assure un bon salaire. Quand leur première fille est née, ils ont décidé que c'était plus logique et économique qu'Hélène reste à la maison. Même si au début l'idée d'être mère au foyer ne l'enchantait pas, elle a fini par accepter et dit qu'elle ne le regrette pas du tout, car cela lui permet de passer beaucoup de temps avec sa fille. En résumé, mis à part les rares disputes de couple, les choses entre mon mari et moi vont très bien. On s'entend bien et jusqu'à la nuit dernière, j'aurais dit que j'avais une vie idéale. On en vient maintenant au problème que veut partager Horrified Flattered et sur lequel elle voudrait que les redditeurs la conseillent. La nuit précédente, il s'est en effet passé une chose qui a complètement changé la vision qu'Hélène avait de son couple. Pour rappel, elle poste son message en avril 2020, une époque où la planète plongeait dans la pandémie de coronavirus. À cause de cela, son mari Dave travaillait de chez eux, et pour rester en contact avec ses proches, Dave organisait des réunions en visioconférence, 1 ou 2 fois par semaine avec des amis et des collègues. Le soir en question, il jouait en ligne avec son petit frère Tom, qui a 30 ans, ainsi que 2 ou 3 amis, tout en buvant quelques bières. Hélène précise. Il boit rarement, mais depuis le confinement, il boit 2 ou 3 bières le vendredi soir lors de ses réunions en ligne. À mon sens, ce n'est pas un souci. Je le mentionne seulement parce qu'il a une tolérance plutôt faible à l'alcool. C'est important de le noter parce qu'hier, il a bu plus que ses 2-3 bières habituelles. De son côté, Hélène est en train de coucher leur fille lorsqu'elle reçoit un message de la part de la petite amie de Tom, dans lequel elle annonce qu'ils se sont fiancés.
Hélène et Dave voient régulièrement Tom et sa petite amie, qui n'habitent pas très loin, et donc Hélène est super contente de voir ce message. C'était dans un grand groupe WhatsApp, donc il y avait plein de messages de félicitations. J'ai remarqué que dans un message, Tom avait écrit « Un grand merci à Dave, sans les conseils de qui je ne serais jamais allé aussi loin ». J'ai pensé que c'était très touchant car il semblait nous prendre comme exemple. J'ai immédiatement descendu les escaliers pour parler de cela à mon mari. Je savais qu'il jouait en ligne avec Tom, donc il devait être au courant pour les fiançailles. Je me suis assise sur le canapé et on a commencé à parler. J'ai remarqué que Dave était un peu ivre, je suppose que c'était parce qu'il fêtait cet événement dans la vie de son petit frère. Tout en câlinant, j'ai mentionné à quel point il était un bon exemple pour Tom, et c'est là que tout a commencé. Vous vous en doutez, on arrive maintenant au cœur de l'affaire. Je tiens à vous le dire, vous n'êtes pas prêts. Et si jamais la manipulation psychologique est quelque chose qui vous trigger, vous feriez mieux de quitter la vidéo. Cet avertissement fait, on continue. La nuit dernière a été un tel tourbillon émotionnel que je ne me souviens pas de chaque petit détail, mais en gros, Dave m'a raconté comment il avait aidé Tom pour que sa copine, et maintenant fiancée, tombe amoureuse de lui. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là, il s'est lancé dans toute une histoire que j'entendais pour la première fois sur comment il m'avait fait tomber amoureuse de lui. La véritable histoire de comment on s'est rencontrés, comment on est tombé amoureux et comment notre relation s'est épanouie. Dave était clairement ivre et j'étais tellement choqué que je n'ai rien trouvé d'autre à faire que de sourire bêtement et de faire comme si de rien n'était. Je pense que ça l'a encouragé à se confier encore plus. La véritable histoire, d'après mon mari, c'est qu'il m'a tout d'abord trouvé sur un site de rencontre, environ 1 an avant qu'on ne fasse connaissance dans la vraie vie. Il prétend qu'il m'a envoyé un message et que je l'ai simplement ignoré. Il avait l'air un peu blessé en parlant de ça, mais je lui ai dit que les femmes reçoivent des centaines de messages toutes les semaines sur ce genre de site et qu'il n'était pas possible que je puisse tous les lire, encore moins y répondre. Il affirme que j'ai lu le sien, mais sans répondre. Il dit que nous avions une très grande compatibilité avec beaucoup de centres d'intérêt communs et qu'il savait simplement que nous ferions un couple parfait. C'est là que Dave lui explique comment il a créé des tas de faux profils sur le site de rencontre. Il prenait des photos en ligne d'autres hommes très attirants sur différents réseaux sociaux en les modifiant un tout petit peu pour éviter qu'elle puisse les retrouver avec une recherche Google Images. Et, dit Hélène, en utilisant ces profils, il s'est mis à la catfisher. Alors, catfisher n'a pas réellement de traduction en français, mais ça désigne tout simplement ce que Dave faisait. Créer de faux profils, usurper des identités pour tromper une victime. Le terme vient du documentaire de 2010 Catfish qui expose une relation en ligne trompeuse où une personne en manipule plusieurs autres et utilise des photos et des documents volés pour crédibiliser sa fausse identité. En quelques mois, il a réussi à initier la conversation avec moi à de nombreuses reprises en utilisant différents profils. Et je suppose qu'à un moment donné, j'ai dû mentionner où je travaillais. Il dit qu'il a alors passé des heures à chercher sur Facebook et LinkedIn pour trouver ma photo. À partir de là, il avait mon nom et il a commencé à me stalker en ligne de manière intensive. Il avait créé tout un tas de profils sur les réseaux sociaux, dont certains que j'ai acceptés en tant qu'ami ou abonné, et dès lors, il a pu traquer ma vie. Après 2 mois environ, enfin d'après lui, il a commencé à me stalker dans la vraie vie. Il dit qu'il a commencé à traîner dans le bar où on allait toujours après le travail, et il a commencé à se lier d'amitié avec Marc, un de mes collègues. Marc travaillait dans l'informatique, tout comme Dave, et bien que gentil, il était socialement maladroit et un peu solitaire. J'étais toujours étonné lorsqu'il se joignait à nous pour l'happy hour, car il se contentait en général de siroter sa bière sans rien dire. Bref, je suppose que Dave a commencé à stalker Marc et qu'il est devenu son ami d'une manière ou d'une autre. Ainsi, quand on se retrouvait pour l'happy hour, Dave finissait toujours par traîner avec mon groupe de collègues et moi. Cela marchait plutôt bien car Dave était plaisant et Marc semblait s'ouvrir un peu plus quand il était là. Cela a duré environ 1 mois, puis Dave s'est mis à draguer Hélène. Et au bout d'un moment, elle a fini par accepter un rendez-vous avec lui, notamment parce qu'à ce moment-là, elle enchaînait les déceptions amoureuses sur les sites de rencontres. Mais la réalité est plus sombre que cela. Ma malchance était en réalité les faux profils de Dave. Je discutais avec des gars avec qui j'avais l'impression que ça se passait très bien, parfois pendant des semaines, et quand venait le moment de se rencontrer, je me faisais sans cesse jeter. Ça a vraiment porté un coup énorme à mon estime de moi. Un épisode particulièrement cruel s'est déroulé après un rendez-vous avec l'un des faux profils de Dave. J'ai reçu un message qui me disait que je n'étais pas aussi jolie que sur mes photos et qui m'accusait de catfishing. C'était la semaine suivante, lors de l'happy hour, que j'ai finalement accepté de sortir avec Dave. Je suppose qu'il voulait grosso modo me démolir pour que je me sente plus bactère et que j'accepte de sortir avec lui. Mais il y a pire. Hélène explique qu'à ce moment-là, elle parlait toujours à quelqu'un sur une des applis de rencontre.
un gars très beau dénommé Alex. Elle voulait voir comment ça se passait avec lui avant de s'engager ou non avec Dave. Alex et Hélène ont ainsi un premier rendez-vous qui se déroule super bien. Il est encore plus beau IRL que sur ses photos. Elle a du mal à croire qu'un homme comme lui s'intéresse autant à elle. Et elle ressent une connexion incroyable avec lui au point qu'elle se dit qu'entre eux c'est une sorte de coup de foudre. On avait bu 2 ou 3 verres de vin mais aucun de nous n'était ivre, même si on se sentait bien. Après être sorti du bar, on a commencé à s'embrasser sur le parking. Je me sentais tellement bien à ce moment-là. Je pensais enfin avoir trouvé un homme avec qui je me sentais connecté et cela faisait un petit moment que je n'avais été avec personne. Alors je me suis un peu laissé emporter par ma passion et j'ai suggéré à Alex qu'il rentre chez moi avec moi. Je me souviens encore de la façon dont son visage s'est décomposé. Ses beaux yeux bleus sont devenus froids comme la glace et son corps s'est tendu. Il a reculé d'un pas et a dit « Désolé mais je n'aime pas les traîner ». Puis il est parti. Ça a été l'un des moments les plus dévastateurs de toute ma vie. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça se produirait, pas après la soirée que nous avions passée, et j'étais honnêtement en état de choc. Je me suis dit que c'était peut-être une blague débile, mais il a réellement tourné les talons et il est parti. Après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai réalisé qu'il ne reviendrait pas, et je jure que je me suis effondré nerveusement. Je me souviens que mon estomac s'est mis à se tordre de douleur, comme si on m'avait donné un coup de poing. Je ne pouvais plus respirer et j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. J'ai eu des pensées très sombres cette nuit-là. Je m'en voulais à mort d'avoir gâché ce que je pensais être la chance d'une vie. Honnêtement, alors même que je suis marié, il m'arrive fréquemment de repenser à Alex. Pour moi, c'était celui que j'avais laissé filer, et je me le suis reproché pendant des années. Je suppose que je devrais mentionner que ce samedi soir où je suis sorti avec Alex, j'avais en fait annulé des plans avec Dave. Quand il m'a envoyé un texto le lendemain pour aller faire un mini-golf, j'étais trop contente d'y aller. En y repensant, je me suis sérieusement attaché à Dave après ça, et notre soi-disant histoire d'amour féerique s'est développée à partir de ce moment-là. Et la raison pour laquelle Hélène raconte tout ça, c'est parce que Dave, en racontant tout ce qu'il a fait pour qu'elle tombe dans ses bras, a mentionné qu'il est allé jusqu'à payer un gars pour sortir avec elle. Quand je lui ai demandé de m'en dire plus, il m'a dit qu'Alex avait en fait été payé par lui pour aller à un rendez-vous avec moi. L'idée c'était qu'il aille à 1 ou 2 rendez-vous puis qu'il me jette. Je suppose dans le but de détruire mon estime de moi. Je ne sais même pas. Mais j'étais en état de choc absolu. Je n'avais jamais parlé d'Alex à Dave. Je ne voulais pas qu'il sache que j'avais parlé à d'autres gars au tout début de notre relation, donc évidemment je n'allais pas le mentionner. Cela a rendu la situation beaucoup trop réelle. Dave avait l'air de trouver ça drôle, tandis qu'il me racontait comment il avait contacté et trouvé un mannequin masculin fauché et ambitieux qui vivait dans une ville à 2 heures de route. Il a proposé de payer ce gars pour créer un profil, discuter avec moi et se rendre à quelques rendez-vous. Son idée était qu'Alex commence à se comporter comme un salaud et finisse par arrêter de me voir. Selon Dave, de cette manière, je pourrais apprendre à apprécier ce que j'avais et arrêter de courir après un fantasme. Cependant, Alex a vu une opportunité dès que je me suis jeté sur lui et il l'a saisi. Je lui ai demandé pourquoi il ferait une chose pareille et Dave m'a répondu que j'étais une fille naïve qui pourchassait des mecs trop beaux pour elle et que j'avais besoin d'un rappel à la réalité pour voir que le meilleur gars pour moi se trouvait juste devant moi. Jusqu'à ce moment-là, je pense que j'avais continué à sourire et que j'étais incrédule face à toute l'histoire. Mais cette histoire avec Alex m'a tout simplement horrifié. J'ai littéralement fait une crise de panique après cette soirée avec Alex et avec le recul, je crois que mon estime et ma confiance en moi ne se sont jamais totalement rétablies. J'ai demandé à Dave combien il avait payé Alex et il m'a dit 1000 $. Et waouh, quand je vous disais qu'il y avait du level dans la manipulation, c'est vraiment machiavélique. Quoi qu'il en soit, Hélène explique qu'après cela, elle est partie se coucher et que Dave a continué à boire des bières. Lorsqu'elle l'a vu le lendemain matin, il avait l'air d'avoir la gueule de bois. De son côté, elle explique qu'elle a toujours du mal à croire qu'il ait pu faire un plan comme ça. Elle se sent à la fois horrifiée et d'une certaine manière flattée, car elle se demande s'il n'y a pas quelque chose de presque romantique à tous les efforts qu'a fait son mari pour la conquérir. Elle conclut ainsi. Jusqu'à hier soir, j'avais un mari génial et aimant, une famille magnifique et une vie pour laquelle beaucoup tueraient. Aujourd'hui, techniquement, rien n'a changé, mis à part ce que j'ai appris. Puisque tout est ou était si bien, est-ce que je devrais même soulever le sujet à nouveau? Peut-être que je devrais accepter que mon mari me voulait tellement qu'il a été jusqu'à prendre ces mesures folles pour qu'on soit ensemble et que je devrais être heureuse pour la vie que j'ai. Je ne sais pas. Peut-être que je devrais consulter un thérapeute. Je me sens tellement perdu en cet instant, je ne sais pas quoi faire, ni si je devrais faire quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, et n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais de manière générale, Reddit semble plutôt unanime.
Le commentaire de TurtleDive1234 résume assez bien l'avis et le conseil général. Mais qu'est-ce que je viens de lire? J'espère vraiment que c'est du troll. Au cas où ça ne le serait pas, OP, il faut que tu te trouves un avocat spécialisé dans les divorces et un thérapeute, dès que possible. Winterstorm dit pour sa part: il t'a traité comme un défi et un jeu avec un prix à remporter et pas comme une personne. Pour moi, ça ressemble à un sociopathe. Desert Fairy ajoute: raconte ton histoire à ta future belle-sœur. Elle a le droit de s'engager dans cette relation en connaissance de cause. Et White-Earth Flowers remarque: je suis persuadé qu'il t'a convaincu de quitter ton travail pour que ce soit impossible pour toi de le quitter. Il t'a piégé financièrement et ce n'est pas un accident. Enfin, il y a Shortaziam qui note: je ne suis pas surpris qu'il t'ait raconté ça maintenant. Il a partagé ça avec toi car il est confiant qu'il t'a sous son emprise. Tu es financièrement dépendante, enceinte, tu ne le quitterais pas maintenant. Horrified Flattered ne répondra à aucun commentaire et ne postera plus jamais sur Reddit. À partir de là, libre à chacun d'imaginer ce qui s'est ensuite passé pour elle et pour son couple. Évidemment, on ne peut souhaiter qu'une seule chose, c'est que son Dave ne soit pas fait du même bois que le fameux Joe Goldberg dans You. Car si vous avez vu la série, vous savez qu'en général, les choses se terminent très mal pour celles qui font l'objet de son affection. Alors certains diront que l'histoire est fausse, que c'est de l'écriture créative comme on en voit souvent sur Reddit, ou peut-être qu'ils croiseront les doigts pour que ce soit le cas, tant l'histoire est horrifiante. Quoi qu'il en soit, si c'est de la fiction, je trouve qu'on a ici affaire à une plume redoutablement efficace, et qui sonne plutôt vrai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça aide toujours énormément. Et pour découvrir d'autres histoires creepy et terrifiantes en provenance de Reddit, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche dans laquelle on explore l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.